Marco Polo. Son nom évoque les voyages et les explorations aux confins de l'Asie à la fin du Moyen-Âge. Dans son livre intitulé « Le devisement du monde », il décrit les villes lointaines qu'il a vues de la Perse au Japon. Cet ouvrage foisonnant où se mêlent contes merveilleux, ethnographie et géographie sera pendant longtemps un guide pour les autres générations d'explorateurs. Il reste longtemps une référence sur le Proche et l'Extrême-Orient qu'il a arpenté avec la bénédiction de l'empereur mongol Kubilai Khan, le descendant de Gengis Khan. Je suis Virginie Giraud et je vais vous guider au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Marco Polo, un explorateur vénitien au service de l'empereur mongol. Épisode 1, une famille de marchands vénitiens. Nous sommes en République de Gênes, au nord de l'Italie, en 1298. Cette cité est l'une des plus puissantes de son temps grâce à ses comptoirs commerciaux disséminés en Méditerranée jusqu'en mer Noire. Sa rivale commerciale pour l'hégémonie sur les mers est Venise. C'est dans le cadre de cette rivalité que l'explorateur et marchand Marco Polo a été fait prisonnier par les Génois. Mais pour le Vénitien de 44 ans, ce séjour dans une geôle ressemble presque à des vacances studieuses. Pas question de croupir dans un cul de basse-fosse. Il a les moyens de se payer une belle cellule avec un certain confort, peut-être même un appartement complet. Et il n'est pas seul dans sa vaste cellule, du moins pas tout le temps. Avec Rustichello de Pise, il s'est lancé dans des vastes travaux d'écriture pour décrire le monde. Le Pisan est un excellent auteur déjà reconnu. Sous la dictée du Vénitien, il écrit les mémoires de son voyage en Asie en y ajoutant, ça et là, une petite touche lyrique, une exagération poétique, un détail fantastique. Pendant que Rustichello laisse courir sa plume sur le parchemin, Marco Polo replonge dans ses notes. C'est dans ces petits papiers que ces geôliers génois lui ont fait venir de Venise qu'il a noté toutes les marchandises qui transitent dans les villes qu'il a visitées, l'épaisseur des murailles quand il y en avait, et tout ce qui peut être utile à des marchands italiens désireux d'étendre leur zone de négoce. Le deuxième livre est entièrement consacré à la grandeur de Kubilai Khan, l'empereur mongol auprès duquel Marco Polo a passé plusieurs années. Rustichello et le Vénitien relisent les pages du jour. Ils sont satisfaits du résultat. Ont-ils alors conscience qu'ils travaillent sur un livre qui va changer le monde ? Les Polos forment une grande famille marchande de la Sérénissime. Ah, Venise. À mes yeux, c'est la plus belle ville du monde. Il n'y a pas un coin de cette ville construite sur la lagune qui ne soit pas une merveille ou un chef-d'œuvre. Mais revenons à ses origines, justement. Elle est bâtie sur la côte est de l'Italie, sur la mer Adriatique. Au départ, il y avait quelques îlots dans les eaux saumâtres d'une lagune qui hésitaient entre les eaux salées et les eaux douces. Entre le 6e et le 7e siècle, les populations locales commencent à remblayer, drainer, assécher, aménager la zone autour du Rialto. C'est comme ça que le centre-ville de Venise apparaît, construit en grande partie sur pilotis. Au 9e siècle, les reliques de Saint Marc volées en Égypte sont déposées dans la cité des Doges. À cette époque, avoir des saintes reliques, surtout si elles viennent d'un des auteurs des évangiles, donne un immense prestige à votre ville. Saint Marc en devient donc le saint patron, d'où la fameuse place San Marco, cette beauté architecturale ouverte sur la lagune. Au Xe siècle, Venise devient une cité de puissants commerçants grâce à ses habitants habitués à sillonner les mers. Un marché international se développe près du fameux pont du Rialto. Cette zone est d'ailleurs toujours très commerçante aujourd'hui, mais elle sert surtout à faire dépenser de l'argent aux touristes. La Venise du Moyen-Âge n'est pas un royaume. Son régime est une république avec à sa tête un doge, un magistrat élu à vie. La politique de Venise se concentre sur l'expansion territoriale en Méditerranée pour développer son commerce et donc sa richesse, qui permet d'y élever des palais toujours plus somptueux.
Sa participation à la 4e croisade lui vaut l'acquisition de plusieurs îles grecques et du Péloponnèse, la presqu'île qui forme le sud de la Grèce continentale. Les marchands de Venise participent à l'expansion commerciale de la cité en ouvrant des comptoirs un peu partout en Méditerranée. L'un des membres de la famille de Marco Polo, Marco Vecchio, possède notamment un comptoir à Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, zone en déclin à cause de l'expansion du monde arabe, mais qui reste au cœur des chemins vers l'Orient. Or, ce qui fait la richesse des commerçants vénitiens, ce sont ces artefacts de luxe qui viennent du Proche-Orient. Parmi eux, il y a la soie, bien sûr, mais aussi les épices et les pierres précieuses. Vous comprenez pourquoi avec de telles marchandises, les Vénitiens sont riches. Il s'avère que, depuis le début des croisades, l'accès au Proche-Orient et à l'Extrême-Orient est de plus en plus compliqué par la politique expansionniste de l'Empire arabo-musulman qui s'étend de la péninsule arabique à la rive sud de la Méditerranée et même jusqu'à l'Espagne et au Portugal. Cette expansion rapide commence à connaître des revers de fortune au XIIIe siècle avec la Reconquista au sud de l'Europe et avec les conquêtes de Gengis Khan et de son descendant Kubilai Khan en Asie mineure. Pour les Vénitiens, c'est donc le moment idéal pour ouvrir de nouvelles routes commerciales vers l'Extrême-Orient et faire ami-ami avec le Khan. Nous voilà donc en 1254. Niccolo Polo et son frère Matteo décident de faire un voyage vers l'Orient pour faire prospérer leur commerce. Niccolo laisse à Venise son épouse enceinte. Il n'est donc pas présent quand elle accouche d'un petit garçon prénommé Marco, notre Marco Polo. Marco grandit sans père dans la Sérénissime. Les années passent et Niccolo et Matteo ne donnent plus de nouvelles. Petit à petit, dans la tête de Marco, l'idée d'un père voyageur cède la place à celle d'un deuil résigné. Son père est mort, c'est sûr. Mais alors qu'il a une quinzaine d'années en 1269 et se croit orphelin, 2 hommes arrivent au port de Venise. Ce sont Niccolo et Matteo Polo. Ils reviennent d'un incroyable voyage qu'ils racontent par le menu au jeune Marco. Les frères Polo se sont rendus au Proche-Orient, où ils ont rencontré une caravane qui partait pour la cour de Kubilai Khan, le grand empereur mongol. On a assuré aux 2 Vénitiens que l'empereur n'avait jamais vu d'occidentaux et qu'il serait ravi d'en voir. Bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais les frères Polo suivent la caravane. Les paysages de désert de la péninsule arabique cèdent leur place aux steppes russes, aux contreforts montagneux de l'Inde et enfin à la Chine. Ce périple a pris des mois, et c'est à son terme que les Polo ont rencontré le Khan. Il est temps pour moi de vous le présenter. C'est un homme de belle prestance, ni grand ni petit, ni gros ni maigre. Sa peau est blanche et rose, sa physionomie agréable. C'est un guerrier de premier plan et un meneur d'hommes, curieux en plus de tout ce qu'il se passe dans son empire et en dehors de ses frontières. D'ailleurs, laissez-moi vous décrire un peu son monde. Kubilai Khan, c'est le petit-fils du grand conquérant des steppes Gengis Khan. Lorsque celui-ci meurt, son empire comprend déjà la Mongolie et une partie de la Chine ainsi que la Bactriane, une zone géographique entre les portes de l'Inde et le Pakistan. Kubilai va continuer à agrandir l'empire légué par son aïeul. D'abord, il s'étend dans les vastes plaines de Russie. Puis il s'attaque aux frontières du monde arabo-musulman et prend le contrôle de la Perse et de l'Irak. Les Mongols s'arrêtent au nord de l'Égypte, où ils sont mis en déroute par les Mamelouks suite à la mort d'un de leurs. La nouvelle frontière mongole au Proche-Orient s'arrête donc au sud de la Syrie, ce qui implique Bagdad, dont l'importance est centrale sur les axes commerciaux. Ça signifie concrètement que Kubilai Khan maîtrise les routes qui vont de l'Europe à l'Extrême-Orient, ce qu'on appellera plus tard la route de la soie. Et ces routes vont jusqu'à l'Annam, le Vietnam actuel, et jusqu'à la très lointaine Chine. En 1271, Kubilai Khan installe même sa cour impériale à Pékin.
Bon, je passe sur l'administration de ce gigantesque empire qui s'appuie sur les familles aristocratiques locales en plus de l'élite mongole et des systèmes de circulation de l'information particulièrement efficaces. Il y a par exemple des relais de poste qui permettent aux messagers de changer fréquemment de chevaux et de parcourir les routes principales puis les routes secondaires. On est alors très loin de tout ça en Europe. Une fois son empire bien établi, Kubilai Khan agit en souverain éclairé, mène des politiques de grands travaux et s'intéresse à la diplomatie. Voilà pourquoi il est ravi de voir arriver à sa cour les frères Polo. Sur le plan religieux, il semblerait que Kubilai Khan soit bouddhiste, mais il s'intéresse à la religion des deux Vénitiens. Il leur dit même que si cette religion est intéressante, il pourrait s'y convertir. Il confie donc une mission à Niccolo et Matteo Polo. Rentrer à Venise, aller voir le pape en son nom, et lui demander de lui envoyer 100 théologiens et savants pour lui expliquer la culture occidentale et le christianisme. Les frères Polo escorteront ces intellectuels jusqu'à lui. Voilà pourquoi les frères Polo ont entrepris le voyage dans l'autre sens pour retrouver la Sérénissime qui leur a tant manqué. Marco est émerveillé par le récit de voyage de son père et de son oncle. Les voilà ambassadeurs pour le Khan. Il va maintenant les aider à accomplir leur mission. Mais rien n'est simple. En cette année 1269, le plus dur, c'est de rencontrer le pape. Parce qu'à cette date, il n'y a pas de pape. Les problèmes ont commencé l'année précédente avec la mort du pape Clément IV. Proche de saint Thomas d'Aquin, Clément IV, connu pour son ascétisme, a tenté d'assainir les pratiques de l'Église en luttant contre le népotisme et la corruption. Dans ces conditions, vous imaginez bien qu'il n'allait pas imposer son propre successeur en jouant du trafic d'influence et des tractations variées. Très vite, après sa mort, le conclave se réunit. Les prélats doivent choisir le nouveau pape, mais tout est compliqué en ces temps troublés où Venise et Gênes sont en guerre. Ça divise évidemment les prélats italiens. Et en plus, la France et l'Angleterre sont aussi en conflit et chacun de ces deux royaumes souhaite un pape qui sera leur ami. Toutes ces divisions font que chaque vote échoue et on n'arrive pas à élire un pape. Alors en 1271, après 2 ans sans pape, les cardinaux se font enfermer à clé dans la salle du conclave du Palais des Papes. Ils n'ont pour se restaurer que du pain et de l'eau. Ça leur permettra peut-être d'être touchés par la grâce. Eh bien, je vais vous dire que cette séquestration est très efficace. En quelques heures, ils se mettent d'accord sur le nouveau pape, Tebaldo Visconti. Cet homme austère, proche du souverain anglais, prend alors le nom de Grégoire X. Habemus Papam. Sauf que les frères Polo et le jeune Marco en ont eu marre d'attendre et ils sont repartis vers le Proche-Orient. Néanmoins, Grégoire X connaît leur demande et la trouve intéressante. Il envoie donc un bateau récupérer les 3 marchands explorateurs pour leur faire une proposition. Marco Polo est le plus célèbre explorateur de la fin du Moyen-Âge. Ce Vénitien a arpenté l'Asie et s'est mis au service de Kubilai Khan, l'empereur mongol dont le territoire va de la Corée à l'Irak. De son voyage extraordinaire, il va tirer un livre, Le Devisement du monde, connu aussi sous le titre de Livre des merveilles. Je suis Virginie Giraud et je vais vous guider au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Marco Polo, un explorateur vénitien au service du souverain mongol. Épisode 2. Les merveilles du monde. Après 2 ans de conclave infructueux, Tebaldo Visconti est élu pape sous le nom de Grégoire X. Il sait que la famille Polo demande une audience avec le pape depuis 2 ans au nom du grand souverain mongol Kubilai Khan. Mais les Polos se sont lassés d'attendre et ont repris la route de l'Orient. Ils sont en Arménie quand un message du pape leur demande de revenir en urgence en Italie. Les Polos font demi-tour et arrivent à Rome sur un bateau rapide mis à leur disposition par le Saint-Siège. Grégoire X est un souverain pontife austère, mais il comprend parfaitement bien les enjeux diplomatiques qui traversent le monde. Une alliance avec le Khan n'est pas à dédaigner, surtout si celui-ci souhaite se convertir au christianisme et affaiblir l'empire arabo-musulman.
Nous sommes en novembre 1271. Le pape offre des lettres et des cadeaux pour le Khan. Mais il n'est pas en mesure de fournir la centaine de théologiens et de savants souhaités. Il ne leur confie que 2 frères dominicains. On est très loin des fastes et de la grandeur attendue par Kubilai Khan. Cette micro-délégation européenne a même quelque chose de franchement ridicule. Toujours est-il que les 5 hommes se mettent en route. Mais les 2 dominicains n'ont pas l'âme de grands explorateurs et ils rebroussent chemin en arrivant en actuelle Turquie. Voilà les polos qui rentreront seuls à la cour du Khan. La petite troupe suit à nouveau les routes caravanières. Elle parcourt en moyenne 40 km par jour, probablement à pied pour ne pas épuiser les bêtes qui les accompagnent en terrain hostile. Les villes se succèdent dans la péninsule arabique. Acre, Trébizonde, Bagdad. Enfin, l'itinéraire caravanier ne suit peut-être pas la route qui va de ville en ville. Certains historiens pensent que Marco Polo n'est même jamais allé à Bagdad et que lorsqu'il raconte le mythe de la montagne qui bouge toute seule dans cette région, il ne fait que rapporter une fable dont il a entendu parler. C'est vrai que l'itinéraire de Marco Polo fait débat. Depuis la fin du XIXe siècle, qui est un peu la secondaire des explorateurs, des érudits et des savants de terrain marchent dans les pas de Marco Polo au Proche-Orient pour tenter de retrouver son itinéraire. Le désert, la description des ruisseaux où s'abreuver, la présence de puits et le temps qu'il faut pour rejoindre 2 étapes, tout est testé grandeur nature. Difficile de trancher sur le choix des axes empruntés, mais dans tous les cas, il faut saluer l'audace des 3 Vénitiens. Voyager au long cours à travers un désert, c'est affronter la faim, la soif, le risque de s'égarer. Les caravanes de l'époque n'ont guère que les étoiles et la course du soleil pour se guider. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans cette région des pays arabes, Marco Polo a vu de l'eau qui brûle, du pétrole. C'est une curiosité pour lui, un carburant occasionnel pour les locaux, mais il est loin d'imaginer l'importance que prendront plus tard les hydrocarbures. Après les zones arides de l'Arabie, viennent les grandes plaines de Rossia, la Russie. Marco Polo prend continuellement des notes sur ce qu'il voit. Enfin, après 2 ans et demi de voyage et 12 000 km parcourus, Marco Polo découvre l'empereur des Tartares, comme on appelle les Mongols à l'époque. On peut aisément imaginer que le Khan est assez déçu en voyant rentrer Niccolo et Matteo Polo sans les savants qu'il espérait trouver avec eux. On peut même penser que ça rend pas les chrétiens très sérieux à ses yeux. Néanmoins, pour se faire pardonner, les Polos ont ramené un peu d'huile du Saint-Sépulcre en cadeau à la mère du Khan qui voulait en avoir. Voilà au moins un geste symbolique. Kubilai Khan apprécie néanmoins les 3 Vénitiens et le jeune Marco. Comme il a assez peu confiance dans ses serviteurs mongols, des hommes peu raffinés et peu lettrés, et qu'il se méfie encore plus des Chinois trop fraîchement conquis pour être loyaux, il va confier une mission à Marco Polo, l'aider à connaître son empire. Ça va justifier tous les voyages de Marco Polo en Asie pendant les années à venir. À partir de là, Marco Polo agit en anthropologue et en géologue. Son travail de description commence à la cour même du souverain. Marco Polo explique que Kubilai Khan possède 4 épouses légitimes, les impératrices, en plus des concubines. Chacune possède son propre palais et sa propre cour. Bon, alors là, on ne sait pas trop si Marco Polo en fait des tonnes ou s'il a des problèmes pour évaluer les populations. Selon lui, chaque impératrice est servie par 300 ravissantes jeunes filles, en plus de 10 000 personnes, soit l'équivalent d'une petite ville par cour. Ça semble beaucoup, mais rien n'est trop beau pour flatter le Khan, manifestement. Marco Polo décrit ensuite la ville de Cambalou, la capitale, qui serait donc Pékin. Bien sûr, Marco Polo garde une logique vénitienne. Ses descriptions doivent pouvoir favoriser le commerce. Il explique donc que la ville sert au commerce de la soie, très belle ici, et des perles ainsi que des parfums. Le Vénitien parle aussi du système économique du Khan. J'attire ici l'attention des passionnés de numismatique. Figurez-vous qu'au XIIIe siècle, le Moyen-Âge pour nous, les Mongols sont sortis des systèmes monétaires métalliques où la valeur de la monnaie est liée au métal dont elle est composée et à son poids.
Kubilai Khan utilise déjà la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier sans valeur intrinsèque. Et le papier-monnaie du souverain n'est rien d'autre que de l'écorce du mûrier, cette plante qui constitue la nourriture de base du ver à soie. Ces billets sont préparés par l'administration impériale et c'est la marque du prince qui va leur donner leur valeur. Ce système très malin permet au Khan de garder ses stocks de métal précieux tout en continuant à permettre les échanges au sein de son empire. Pour rappel, chez nous, en France, le papier-monnaie arrive à l'aube du XIXe siècle grâce à Napoléon. En même temps qu'il visite l'Empire pour le décrire au Khan, Marco Polo exerce des missions administratives officielles. Encore une fois, il se vante sans doute un peu quand il se dit gouverneur. Aucune archive ne semble le confirmer. En revanche, il a bien la main sur certains échanges commerciaux en Chine et notamment sur le sel, une denrée précieuse à l'époque qui a dû considérablement l'enrichir. Marco Polo poursuit ensuite ses voyages dans les îles d'Indonésie, dans l'océan Indien. À chaque fois, il décrit les spécificités des lieux qu'il a vus et parfois, il décrit aussi des lieux où il n'est pas allé, sur lesquels il a seulement entendu des rumeurs qui confinent aux légendes. Prenons un exemple, la petite Java, l'actuelle Sumatra. Il dit que la région est divisée en 8 royaumes et qu'à titre personnel, il les a tous visités sauf 2. On y produit des parfums inconnus en Europe. Il est aussi le premier occidental à parler du Japon, qu'il appelle Cipango. Il en a entendu parler parce que Kubilai Khan aimerait en faire la conquête. S'enchaînent ensuite des descriptions de peuples idolâtres, c'est-à-dire des non-chrétiens, qui mangent leurs morts, des peuples à tête de chien, enfin ceux-là, il concède qu'il ne les a jamais vus de ses yeux. Et puis il parle aussi des Indiens, qui possèdent des petits singes qui ressemblent à des humains. Mais les années passent, et les Vénitiens aspirent à rentrer chez eux après presque 20 ans en Asie. Hélas, le Khan s'oppose au départ de ses 3 hôtes, il n'est pas question de partir sans son accord, ce qui reviendrait à une peine de mort. C'est là que les 3 Vénitiens ont vent d'une affaire qui embarrasse le Khan. L'île Khan de Perse, le gouverneur de Perse pour l'Empire mongol, avait une épouse chinoise. Lorsque celle-ci est morte, elle a fait promettre à son mari de prendre une seconde épouse qui viendrait de la même ethnie chinoise qu'elle. En entendant cette demande, le Khan accepte et trouve une princesse chinoise pour son île Khan. Néanmoins, l'escorte qui doit l'emmener dans son nouveau royaume est arrêtée par des conflits armés qui rendent la voie de terre très dangereuse. Sautant sur l'occasion, Marco Polo promet d'emmener la petite princesse à son île Khan en suivant les côtes indiennes qu'il a déjà longées lors d'autres voyages. Et voilà comment les 3 Vénitiens obtiennent le droit de quitter Kubilai Khan. C'est ainsi que Marco Polo commande une délégation qui passe de la mer de Chine vers la mer d'Arabie. La fin du voyage se fait par voie de terre, car nul n'a encore fait le tour de l'Afrique par bateau. La petite princesse est emmenée à son île Khan, qui, entre-temps, est décédée, mais qu'à cela ne tienne, elle épousera son fils. C'est peut-être lors de ce voyage de retour en Italie, à la fin des années 1280, que Marco Polo est fait prisonnier à bord de son bateau en Méditerranée par les Génois, les vieux rivaux des Vénitiens. Installé dans une prison, il écrit avec Rustichello de Pise le devisement du monde, connu aussi sous le nom de Livre des merveilles. Rustichello est lui-même connu pour avoir transcrit et peut-être même écrit des histoires de chevaliers de la table ronde. C'est peut-être à lui qu'il faut imputer des ajouts extravagants comme l'existence des licornes, qui ne sont pas des beaux chevaux mais des créatures affreuses qui vivent dans les marais. Il semble qu'une première copie, écrite dans un français proche de l'italien, circule dès 1298 et qu'une seconde version, mise à jour, fait état de guerres livrées par Kubilai Khan l'année suivante. C'est donc que Marco Polo a gardé des liens forts avec l'Empire mongol, dont il chante les louanges dans son livre. Enfin libéré en 1299, l'explorateur retrouve la Sérénissime. Il prend femme, fait des enfants et participe sans doute aux affaires administratives de la cité des Doges, tout en continuant ses prospères affaires de commerçant. Il meurt en 1324, à 70 ans après une vie bien remplie.
Il reste encore longtemps après cette date le héros de Venise. Un exemplaire du devisement du monde est même en libre service sur le pont du Rialto, de manière à ce que chacun puisse le consulter. Un siècle et demi plus tard, il fait partie des livres que le Génois Christophe Colomb consulte pour imaginer son voyage à travers l'Atlantique. C'est à cause de ce livre qu'il croira avoir trouvé les îles de Cipango en arrivant aux Antilles. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous ai déjà racontée. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme favorite ou sur l'appli Europe 1 et chaque week-end à 15h sur Europe 1. À très vite.